Bonjour Loïc, on se retrouve aujourd'hui pour l'entretien d'actu dans une condition assez particulière du fait que tu as le Covid, donc on tourne l'entretien d'actu à distance. Voilà, on tenait en fait à garder cet entretien d'actu cette semaine étant donné que l'actualité reste chargée. Tu voulais d'abord revenir sur les actualités de l'IHT. Qu'est-ce que tu vas en dire? Bonjour Arthur, merci. Bonjour à tous. Alors effectivement, bon, bah voilà, malheureusement, j'ai le Covid. Donc tant que les symptômes restent suffisamment faibles, on va quand même pouvoir faire cet entretien d'actu, je pense. Alors on va démarrer effectivement par les actus IHT qui sont moins nombreuses que la dernière fois. Donc on va essayer d'aller assez vite. D'abord, évidemment, j'aimerais rappeler que ce qui compose une force politique comme la nôtre, et y compris une force métapolitique comme la nôtre, c'est son nombre d'adhésions, son nombre d'adhérents, son nombre de sympathisants. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, je ne peux que vous solliciter, puisque cette semaine encore, j'ai eu de nombreux contacts avec des personnes qui me signalaient le fait que c'était vraiment bien ce que nous pouvions faire, etc., mais qu'elles ne se voyaient pas s'engager au sein de l'IHT. Eh bien, je rappelle encore une fois que sans vous engager, au moins montrer votre soutien, montrer votre sympathie, puisque le terme de sympathisant est communément admis dans les organisations, disons, au large spectre politique. Eh bien, vous pouvez devenir sympathisant, encore une fois, en vous rendant sur notre site instituthumanismetotal.fr et en laissant simplement un adresse email qui signifie eh bien, que vous nous soutenez. Et puis, ben, devenez adhérent. Mais encore une fois, je le dis ici parce que ça me paraît important. Quand vous entrez chez nous, il y a 2 mois pour que votre adhésion soit actée. Et ça, je pense que c'est quelque chose aussi d'important, c'est-à-dire que on n'accepte pas n'importe qui, parce que beaucoup d'organismes politiques, encore une fois, je ne parle pas que des partis ici, hein, mais même des associations de manière générale, font beaucoup d'appels aux adhérents à l'adhésion, et c'est notre cas, évidemment, puisque notre force principale, c'est notre force militante et nos adhérents, bien évidemment. Toutefois, ce n'est pas un appel sans cesse à ratisser large, et au contraire, nous sommes toujours enclins à privilégier la qualité à la quantité, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, cette année, plusieurs des membres qui avaient pu poser problème chez nous, à commencer parfois par la tête, hein, eh bien, ont été exclus. Et je le dis pour montrer, encore une fois, la rigueur avec laquelle eh bien, nous essayons de tenir l'IHT, et non pas simplement comme une succursale d'un obscur parti politique qui chercherait, je ne vise personne quand je dis ça, hein, c'est plutôt des structurations générales, qui cherchaient simplement à massifier pour massifier et pouvoir bomber le torse. Ce n'est pas du tout notre genre. Donc, au contraire, si vous pensez que vous pouvez faire partie du combat, vous avez l'humilité militante nécessaire pour le faire et que vous trouvez intéressant ce que nous faisons, eh bien, je ne peux que vous inviter à nous rejoindre. Et comme j'aimerais le rappeler encore une fois, les sections locales se structurent depuis la naissance même de l'IHT. Elles ne cessent de croître. Certaines, comme l'Île-de-France, comme la région PACA ou Occitanie ou encore dans le Rhône-Alpes, sont véritablement en train de se structurer, de grossir. Il y a une vraie entente militante et une vraie camaraderie, au-delà de l'aspect technique d'analyse, etc. Il y a surtout des rencontres qui se font et une véritable camaraderie qui a lieu. Et donc, si cela vous intéresse, eh bien, rejoignez-nous et rejoignez-nous avec en tête le fait justement de contribuer à l'avenir politique que nous essayons de dessiner ensemble. Mais comme je tiens à le signaler, voilà, notamment pour ceux aussi qui, parce que ça c'est l'argument de ceux qui n'ont plus rien de toute façon, mais qui est si courant parce que la faiblesse d'esprit de beaucoup de ceux qui nous attaquent est telle et qu'effectivement, ils n'ont pas grand-chose d'autre à dire, qui nous considèrent comme une secte. On remarquera qu'au contraire des sectes, chez nous, il n'est pas toujours si évident que ça d'entrer dans l'association et plus encore d'y rester, et que surtout, nous n'hésitons pas à vous en extraire dès lors effectivement que vous n'avez pas à cœur et à corps le combat militant. Donc, si au contraire, et je pense qu'on se prive parfois de beaucoup de gens humbles, trop humbles, qui eh bien, finalement ne cherchent pas à s'investir, au contraire, c'est vous que nous recherchons, et nous vous recherchons pour faire ce pas-là et ce chemin-là ensemble. Donc, n'hésitez pas à adhérer, et dans un premier temps, encore une fois, pourquoi pas, simplement à sympathiser. Encore une fois, ce qui nous importe aussi, et je dis bien aussi, en plus, d'accord, c'est les moyens que vous êtes en capacité d'y mettre, que ce soit les moyens humains ou évidemment aussi les moyens financiers. Et ça, que vous soyez adhérent
ou non. Encore une fois, je rappelle que vous pouvez vous abonner aussi à cette chaîne parce que je le rappelle trop peu souvent, mais comme c'est le cas dans de nombreuses chaînes, malheureusement, pléthore de ceux qui nous suivent régulièrement et qui suivent ces entretiens ne sont pas encore abonnés à la chaîne et c'est quand même dommage, surtout quand on sait que l'algorithme YouTube ne nous est pas forcément favorable. Donc, je ne peux que vous inviter à vous abonner à la chaîne YouTube et puis évidemment à faire des dons, notamment sur Tipeee, afin effectivement que nous puissions continuer ce combat-là. Alors, deux, trois petites infos encore. La première, peut-être que certains l'ont remarqué, sur le site de l'IHT, depuis quelques mois déjà, figure un nouveau logo. Je tenais à m'arrêter un petit peu sur ce logo qui en intrigue certains en développant un peu les grandes lignes. Ça a été un travail de réflexion assez long par rapport à la symbolique que peut renvoyer ce logo, qui figure du coup effectivement une femme, une jeune femme potentiellement. Bon, voilà, chacun y verra ce qu'il veut. Encore une fois, là, on n'est pas là dans des traits particuliers. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est d'avoir ici, d'abord et avant tout, figuré une veilleuse de nuit. C'est-à-dire qu'ici, la lanterne qui est portée par ce logo, qu'on a nommé, j'expliquerai après, j'expliquerai ensuite pourquoi, Héloïse d'ailleurs, c'est une lanterne qui est portée et qui est le symbole, comme le veut la tradition, j'ai envie de dire, symbole de la connaissance, de la raison, mais aussi de la praxis, c'est-à-dire de la lumière. Vous savez que le feu est à la fois le symbole, effectivement, de la connaissance, des idées, de la raison, d'accord, de ce qui éclaire, de ce qui illumine par l'esprit, mais en même temps, c'est aussi le feu de la forge, donc de la praxis, de la pratique, etc., qui renvoie évidemment au tout le travail que nous faisons, c'est-à-dire pas de mouvement politique sans théorie politique, comme le signalait très bien Lénine, donc la jonction du théorique et du politique, et surtout d'une philosophie qui est celle de la philosophie de la praxis, c'est-à-dire qui prend racine justement dans des conditions objectives, des conditions de place, des conditions pratiques que je n'ai de cesse d'expliciter au travers des différents rendez-vous qui sont les nôtres, mais aussi, et plus encore, au travers des livres qui sont les miens, au travers des cours, dans la continuité, évidemment, de la philosophie, notamment marxiste, et pas que, mais aussi toute l'histoire de l'anthropologie dont nous faisons nôtre. Donc, cette flamme, c'est évidemment celle de la connaissance. Le signe de main qui est fait justement par ce personnage, qui est ici exploité comme notre logo, c'est le signe du rhéteur, c'est-à-dire de celui qui enseigne, de celui qui transmet. Et vous le savez, l'IHT a à cœur effectivement d'être un organe de transmission, un organe d'éducation populaire, de formation, de production théorique et pratique. Donc, c'est la raison pour laquelle effectivement vous avez tout cela qui se trouve ici figuré. Et l'idée, c'est ici, encore une fois, que la veilleuse de nuit se présente à nous ici dans une période potentiellement sombre, une période de crise, où on cherche justement à éclairer cette période de crise. J'ai souvent signalé à quel point la crise, étymologiquement en grec, signifiait rapidement le fait de devoir faire un choix. Et donc, il s'agit d'éclairer ces choix, d'éclairer ces possibilités que l'histoire nous laisse, et donc les grandes orientations que nous pouvons prendre. Et dans le même temps, le veilleur est celui qui permet aussi justement de veiller sur ceux qui sont encore dans le sommeil, parce qu'il est nécessaire, il est réparateur, disons-le, mais qu'en même temps, dès lors que l'heure est trop grave, il faut être en capacité d'éveiller le plus grand nombre possible, et donc par là, de les éveiller vers un chemin d'enseignement particulier qui vise là aussi une pratique particulière. Et donc, nous l'avons, mais là je ne détaillerai pas trop longtemps, mais nous avons aussi fait ce logo en parallèle du logo de notre journal qui est L'Affranchi, avec deux personnages, Héloïse et Émile, qui reprennent ici la dialectique de l'homme et de la femme, bien au-delà, encore une fois, dans la tradition notamment très rousseauiste, bien au-delà des caricatures qui peuvent être faites de ce que nous faisons à l'association. Voilà, donc je tenais rapidement à donner quelques pistes sur ce logo. Il y en aura encore d'autres, il y a bien des interprétations possibles, mais au moins aussi, y compris pour nos adhérents, voici les grandes lignes de ce qui nous importait et de ce qui reflète bien, je crois, la démarche qui est la nôtre au sein de l'IHT. Deux dernières choses sur lesquelles je ne m'étendrai pas, puisque j'aurai l'occasion d'y revenir dans d'autres actualités IHT. La première, surtout, c'est le fait que nous allons très prochainement, là aussi, mettre des conférences qui, je l'espère, seront mensuelles, des conférences en place à Paris notamment, et qui auront vocation évidemment à être rediffusées en ligne, et des conférences au sein desquelles vous serez tous conviés, des conférences qui verront
plusieurs conférenciers qui n'appartiendront pas forcément à l'IHT, sans doute le plus souvent d'ailleurs dans un premier temps, sauf si suite à la conférence, effectivement, ils décident tous d'adhérer, mais dans un premier temps, l'objectif n'est pas d'abord et avant tout de faire participer des membres de l'IHT, mais potentiellement, effectivement, il y aura aussi des membres de l'IHT. En tout cas, voilà, nous allons mettre en place comme ça un cycle de conférences potentiellement mensuel dans un premier temps, auquel vous serez tous conviés, donc j'aurai l'occasion d'en reparler. Enfin, dernier point très brièvement, puisque je l'ai annoncé aussi cette semaine, dans l'ensemble de la démarche qui est la nôtre et que je viens en partie de rappeler ici encore, je signale que jusqu'au 30 septembre, pour ceux qui souhaiteraient souscrire au cours de première année, au cours de philosophie et au cours de formation politique, vous disposez de moins 40% sur les cours. Donc, c'est jusqu'au 30 septembre. Vous pouvez vous rendre sur le site actuellement et bénéficier de la remise jusqu'à cette date. Voilà. Je pense qu'on c'est tout pour les actus IHT pour cet entretien. Alors, on passe maintenant à la rubrique idiots utiles. Cette fois, on a en l'occurrence plusieurs idiots. Tu souhaitais revenir sur la question de l'euthanasie et en fait, plus particulièrement sur ceux qui vantent l'euthanasie comme une mesure progressiste, en fait, absolument progressiste. Tu vas nous expliquer maintenant pourquoi en fait la situation est un petit peu plus compliquée que ça. Oui, alors effectivement, on est là en face d'un énième débat sociétal dont on parle assez souvent malgré tout, mais dont nous n'avons pas forcément beaucoup parlé jusqu'à présent. Bon, l'occasion se présente justement parce que le Comité national d'éthique s'est dit favorable à l'aide active à mourir. Parce qu'il y a des aides passives à mourir, là c'est une aide vraiment active. Donc, ici, encore une fois, comme je le signalais, on est bien face à une problématique sociétale, c'est-à-dire qu'elle se présente avec des gens prétendument pour, des gens prétendument contre, mais sans jamais réinscrire ce genre de proposition politique dans un rapport social et dans des rapports de production particuliers. Or, encore une fois, comme j'ai déjà pu le souligner dans d'autres cas, je pense par exemple à la question de la GPA. À plusieurs reprises, j'avais consacré d'ailleurs une vidéo qui peut se trouver sur la chaîne sur cette question de la GPA, où j'avais signalé, je ne vais pas refaire toute la vidéo ici, évidemment, avec davantage de nuances et de démonstrations, que être pour la GPA dans le mode de production capitaliste et dans l'organisation du rapport social tel qu'il est aujourd'hui n'est pas la même chose que d'être pour la GPA dans un monde vraiment idéal tel que les gauchistes nous le présentent. De la même manière qu'encore une fois, il faut tenir compte des antécédents anthropologiques, puisque la GPA en tant que telle, c'est-à-dire le fait qu'un enfant soit porté par quelqu'un d'autre dans le cercle familial ou extra-familial en vue d'être ensuite légué à d'autres parents. Bon, c'est des pratiques d'un point de vue anthropologique qui existent à l'heure actuelle, qui nous sont contemporaines, mais en dehors évidemment de l'Europe, et qui l'ont été au travers de l'histoire. Il y a comme ça, on le sait, des peuples au sein desquels, par exemple, le premier enfant des familles, d'une famille, pardon, l'aîné, doit être restitué à la mère du père, d'accord? Donc, bon, c'est des choses qui existent. Encore une fois, ce que ça vient bouleverser, c'est qu'effectivement, on ne peut pas, comme ça, tirer à boulet rouge dans des structurations familiales sous le seul prétexte qu'on aurait décidé que maintenant tout ça ne contenait pas et que c'était des structures. On est toujours dans cette dichotomie, d'accord, avec d'un côté le droit tardé qui, de toute façon, n'arrive pas finalement à comprendre quoi que ce soit au mouvement du monde, et de l'autre côté, le gauchiste qui, finalement, eh bien, croit que sous prétexte que c'est une structure, au lieu de comprendre que justement cette structure est structurante, eh bien, on pourrait s'en passer. Bon, voilà. Bon, et bien là, et donc, pour terminer, que, encore une fois, c'était différent de ce point de vue-là que une GPA qui sert finalement les intérêts d'une classe dominante, encore une fois, des intérêts subjectivistes et petits bourgeois de nouvelles couches moyennes supérieures, entre autres, qui vont finalement exploiter des femmes à l'autre bout du monde pour vendre leur ventre parce qu'elles n'ont en réalité pas d'autre choix, et donc pour simplement satisfaire le caprice de couples occidentaux. Bon, voilà. Donc, on ne peut pas dire je suis pour ou je suis contre, ça n'a pas de sens. Il faut toujours réinscrire ça dans un rapport social particulier, une histoire particulière, une identité particulière et un discernement anthropologique. Bon, et bien avec l'euthanasie, c'est la même chose. Alors, d'abord, il faut signaler qu'effectivement, les rapports particuliers dans lesquels nous nous trouvons, c'est que finalement, cela s'inscrit parfaitement en maillage avec, encore une fois, les politiques néolibérales et plus encore la logique écolo-réactionnaire que je ne passe mon temps à décrire, qui vise finalement à nous faire travailler jusqu'à 67 ans et peut-être aller jusqu'à 70. Après, ils ont bien conscience que ça va devenir difficilement viable. Eh bien, la solution est toute trouvée.
on nous fera gentiment accepter, dans une période en plus totalement déracinée, où la majorité des gens sont dans une optique nihiliste, avec aucun rapport au sacré quel qu'il soit. Et quand je parle de sacré, j'entends pas parler, encore une fois, nécessairement de transcendance. D'accord? Il peut y avoir des choses, la famille peut être quelque chose de sacré, un rapport aux objets peut être quelque chose de sacré. Aujourd'hui, effectivement, comme ce qu'il y a de plus sacré pour les jeunes générations, c'est l'iPhone qu'ils ont dans leur poche, parce que si par malheur vous leur prenez ou qu'il est cassé, là, ça devient une crise monumentale, bien pire finalement que ce qu'on a pu voir dans d'autres formes religieuses, ou une autre forme religieuse beaucoup plus conséquente et très immanente qui est les formes écologistes. Bon, eh bien, évidemment, on perd de vue ce qu'est le sacré. Mais comme effectivement, le seul rapport au sacré d'ailleurs, s'il est dans des tendances écologistes, est nécessairement anti-humaniste. Et c'est de la raison pour laquelle nous nous battons, nous, pour l'humanisme. Parce que finalement, il faudrait plus faire de gosses, bien sûr, surtout pas de garçons chez Sandrine et sa copine du génie lesbien dont j'ai oublié le nom, plus vieux, tout ça c'est trop d'empreinte carbone et il faudrait simplement vivre le temps nécessaire pour continuer à entretenir le capital. Bon, donc finalement voilà l'objectif, c'est-à-dire que on détruit l'école, vous voyez, tout ça, ça semble dans des logiques qui sont toujours les mêmes. On détruit l'école, on reprofessionnalise le plus rapidement possible, mais dans des contextes qui ne sont pas ceux du métier, mais simplement de la sous-traitance permanente. Donc, on envoie les gamins très vite travailler et très vite finalement subériser. Et puis finalement, dès lors que le corps ne sera plus viable et que le renouvellement de la force de travail sera un coût trop important pour le capital, eh bien, on viendra vous euthanasier et on viendra effectivement le faire en présentant ça comme une mesure qui vient servir les deux éléments principaux de la logique libérale actuelle. Un, le droit individuel à disposer de son corps. Donc, ça veut dire que, vous savez, c'est la fameuse remarque que je reprends souvent très juste de Micha, l'exemple en tout cas qui permet très vite de comprendre, c'est-à-dire, moi, je veux travailler le dimanche, je ne vois pas pourquoi je me dispenserais de travailler le dimanche. Et puis, dimanche devient manche-dit, c'est-à-dire un jour comme les autres, et où les structures sociales habituelles sont complètement corrélées sur celles du marché libéral, et où on vient casser justement les habitudes religieuses, les habitudes associatives, les habitudes sportives, etc. des familles, et le repère familial au seul profit, effectivement, de ne plus évoluer qu'au sein de l'entreprise. Et donc, au nom du droit individuel, pourquoi est-ce que moi, si j'ai envie de travailler le dimanche, je n'y travaillerai pas? Eh bien, parce qu'en réalité, il n'y a pas plus hasardeuse que cette phrase, notamment empruntée à Stuart Mill, et qu'on répète comme des robots, qui consiste à dire que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, qui est une conception de la liberté profondément libérale, alors qu'en réalité, ma liberté commence seulement à s'accomplir dès lors qu'elle est profitable pour tous les autres. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est le fameux discours rousseauiste, l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté, c'est-à-dire que finalement, la loi me permet d'être libre à partir du moment où effectivement je saisis et je comprends la loi, à tel point effectivement que je accepte donc de m'y plier parce que je sais qu'en retour, l'autre qui compose la société avec moi, ou ce corps social, accepte lui aussi de s'y plier, et donc on peut correctement faire quelque chose politiquement ensemble, et non pas simplement vivre ensemble. J'aurai d'ailleurs l'occasion d'y revenir aujourd'hui. Donc ici, c'est toujours au nom de cette logique du droit individuel. Donc finalement, moi, je voudrais travailler le dimanche, pourquoi est-ce qu'on m'en empêcherait? Finalement, tout le monde se retrouve à devoir travailler le dimanche. Mais là, ce sera la même chose avec l'euthanasie, le droit individuel, et puis en plus, un papy, au lieu de laisser ta traînée de chasse d'empreinte carbone, on va quand même un petit peu te faire une petite picouse, et puis tu vas arrêter de faire chez le monde. Et puis de toute façon, tu vas retrouver Gaïa parce qu'on va t'enterrer au pied d'un arbre, et puis ce sera parfait. D'accord? Bon, c'est à peu près l'idée. Donc en réalité, on est dans une forme d'eugénisme tout à fait acceptée, tout à fait tolérable, et qui, c'est la raison pour laquelle on le place, encore une fois, dans cette catégorie vidéo-étile qui ne vise à insulter personne. D'accord? C'est un terme encore une fois, maintes fois employé par Lénine notamment, et c'est la raison pour laquelle nous l'utilisons, afin un titre de rubrique. Il ne s'agit pas d'injurer qui que ce soit, mais il s'agit d'essayer de faire comprendre qu'effectivement, de bonnes intentions, eh bien finalement, on sert les intérêts de la classe dirigeante, simplement parce qu'on est pieds et mains liés par rapport à ce que nous sommes en train de décider comme étant quelque chose qui viendrait de moi-même. C'est ma petite idée. C'est étrange, comme dans la société dans laquelle nous vivons, qui est une société profondément nihiliste, profondément détaché du sacré autre que l'écologie. Bizarrement, tout le monde dit « Oh, ben moi, c'est ma petite idée, j'aimerais bien décider de ma mort, etc. » C'est bizarre, hein. On a toujours l'impression que ça émane de l'individu, alors qu'en fait, l'individu n'est que le reflet de la société dans laquelle, finalement, tout le monde pense comme lui. Donc, il n'y a aucune originalité. Et d'ailleurs,
à tenir une énième fois le discours que je tiens, et c'est la raison pour laquelle la pratique philosophique a été si souvent vilipendée, et même toujours au travers des siècles, eh bien, il y aura beaucoup plus d'attaques qu'à l'inverse. Si j'avais dit, ah oui, je trouve ça très bien, moi je pense qu'il faut décider de sa mort, etc., on n'aurait vu aucun problème à tout ça. Mais ça traduit, là encore, justement, la société du jeunisme dans laquelle nous trouvons. Hein. Or, comme le disait très bien Régis Debray dans Le Bel Âge, la sénilité, hein, en paraphrasant Corneille, je crois, ou Racine, je ne sais plus, la sénilité n'attend pas le nombre des années. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, on fait face à une jeunesse complètement sénile, notamment parce qu'elle est coupée, en réalité, des attributs de transmission que pouvaient lui porter ses anciens. Et une société, hein, d'ailleurs, les révolutionnaires de 1789, hein, à commencer par Saint-Just, qui était extrêmement jeune, d'accord, qui avaient tous une vingtaine d'années, eh bien, ne voyaient que par le culte des anciens, ça ne les empêchait pas pour autant d'être révolutionnaires, bien au contraire, d'accord. De la même manière, encore une fois, on pourrait prendre 1000 exemples de cette sorte-là, mais que pour être un révolutionnaire littéraire à la manière d'Arago, il faut d'abord, comme lui, maîtriser parfaitement l'alexandrin classique et le latin, par exemple. Bon, eh bien, c'est ça, l'héritage passé, eh bien, permet justement de mieux saisir le présent pour faire exister un futur autre que celui qu'on se contente de subir. Or, nous sommes dans une société du jeunisme pour une raison évidente, qui est que, eh bien, on y préfère des gens sans fond, sans profondeur, évidemment, sans histoire, encore une fois. Et là, on comprend, et ça, je vous invite à suivre mes cours de séminaire, qui sont d'autant plus riches que ces quelques vidéos d'actu, et qui s'étendent justement sur un format long pour ces raisons-là. C'est-à-dire qu'on comprend comment on en vient petit à petit à l'individu totalement déraciné, soi-disant en harmonie avec la nature, de l'anthropologie d'un descola qui est porté au nu, alors que c'est de la vraie bouse, il faut quand même clairement dire ce qu'il en est, et où finalement, il y a effectivement, sous le seul prétexte que je serai jeune, je voudrais dépendre de rien, etc., eh bien, j'aurai la science infuse parce que je serai en rapport avec direct avec la nature. Eh bien, vous allez clairement vous faire baiser, on se le dise clairement. Et ici, et puis on retombe aussi toujours sur... il y a deux choses auxquelles je pense, sur lesquelles je voudrais m'arrêter. C'est le discours assez aisé finalement du si je suis un légume, ben moi je voudrais qu'on me jette et tout. Bon, alors déjà, arriver à l'état de légume nécessite d'être sacrément abîmé, d'accord? Ça montre encore une fois aussi un rapport au jeunisme et à l'esthétisme qui s'est totalement transfiguré par rapport à ce qui pouvait être autrefois, puisqu'encore une fois, on pourrait très bien imaginer aussi qu'il y a autre chose à chercher que la quête esthétique du corps en permanence, sans nier par ailleurs la souffrance, mais à l'heure actuelle, justement, la souffrance et la douleur sont quand même des choses qui médicalement tendent à être sacrément développées. Donc, c'est pas quelque chose d'irrémédiable. Mais déjà, cette réalité, elle n'est pas une fatalité, d'accord. De même que les EHPAD tout pourris ne sont pas des fatalités. Au contraire, ça devrait être une motivation supplémentaire d'une reprise en main politique de ces choses-là. Pourquoi est-ce qu'on arrive parfois très tôt, des 30 ans, des 40 ans, et j'en sais quelque chose d'ailleurs, contrairement à ce que les bouffons qui commentent sur Internet sans rien savoir peuvent dire, eh bien vous avez cassé le dos par des travaux pénibles qui vous ont pété le dos. Comment est-ce qu'on arrive effectivement, vous voyez, quelqu'un comme Édouard Louis, que je ne porte pas forcément dans mon cœur pour bien des raisons que ceux qui nous suivent habituellement comprendront, mais dans le travail qu'il a pu faire effectivement de mise en lumière par la fiction d'une réalité matérielle qui était celle justement de son père, etc., du corps ouvrier, de la manière dont le capitalisme détruit le corps ouvrier, ce que Simone Veil expliquait très bien d'ailleurs dans la condition ouvrière déjà, bien sûr, eh bien, montre qu'il y a des raisons politiques aussi à cette destruction corporelle, d'accord, qui est le fruit non pas du travail, puisqu'il est vrai que le travail entretient par certains aspects de la santé, mais de l'exploitation, ce qui est bien différent, d'accord, puisqu'encore une fois, quand je fais mon jardin, eh bien, finalement, je n'ai pas de forme d'exploitation, je m'épanouis à travers de cela. Par contre, si je dois aller travailler au champ, et là aussi j'en sais quelque chose autour de moi, surtout actuellement en période de vendange, pour une misère au profit de grands propriétaires lucratifs et m'esquinter la santé, bah là, évidemment, c'est tout à fait différent. Bon, donc tout ça ne sont pas des réalités qui doivent devenir des fatalités. Or, c'est des fatalités admises sur une détérioration corporelle qui est le produit aussi eh bien, de rapports sociaux particuliers, sans dire évidemment qu'on peut tous devenir des demi-dieux, etc., et que nous devons viser, mais d'accord, il y a à la fois une recomposition de la compréhension esthétique des choses, et ça devrait être aussi un message d'espoir politique pour reprendre les choses en main. Quant au fait de vouloir décider de sa mort, alors déjà, j'ai envie de dire, encore une fois,
euh, nos sociétés traduisent quelque chose de bien particulier du fait du tout le déracinement dont j'ai pu parler ici, qui est le fait que nos anciens savaient mourir quelque part. C'est-à-dire que ils savaient être en capacité, d'ailleurs, et par certains aspects, eux étaient sans doute plus proches de la nature, parce qu'ils savaient mourir comme le fait un animal, comme le fait un chat, un chien, même domestiqué, qui parfois, sentant venir son heure, j'ai envie de dire, eh bien, se réfugie, va se cacher, etc., et meurt en paix. Et souvenez-vous des lits de mort des anciens qui, effectivement, eh bien, à un moment donné, allaient, on pourrait même penser d'ailleurs, parce que c'est le seul mot qu'on dira sur ce chose qui n'a guère d'importance, si ce n'est une exploitation massive à échelle géopolitique, mais on pourrait dire la même chose de la reine Elisabeth, dont on ne souhaite pas forcément la paix à l'âme, qui du coup était partie et a dit je ne reviendrai pas, et voilà, qui est partie dans son chalet là, je sais pas quoi. Et bon, voilà, c'est une image pour faire comprendre qu'effectivement décider de la mort était quelque chose que peut-être, encore une fois, nécessite un rapport déjà différent à la vie. Or, aujourd'hui, vous voyez défiler des espèces de semi-poufias sur Combini, je pense notamment à une qui avait vanté comme ça en faisant des millions de vues sur sa date d'euthanasie pour finalement revenir en arrière. Donc, ce qu'on constate aussi dans la réalité, c'est qu'il y a le discours Genot de dire ah bah si je suis un légume, il faudra me jeter, moi, pour m'euthanasier. Et en fait, on constate que face à la mort, c'est souvent le discours inverse qui est produit. Et donc, on ira toujours nous chercher le type devenu tétraplégique, aveugle, semi-obèse, etc., en train de mourir sur place et de se liquéfier, qui se fait sur lui et qui dira s'il vous plaît, et qui sera plus entouré, qui aura plus de famille et qui dira s'il vous plaît, je veux mourir pour nous dire, vous voyez quand même, on ne peut pas laisser ce pauvre homme comme ça. Et ne pas laisser ce pauvre homme comme ça sera finalement une norme qui permettra au capital de se débarrasser de vous dès lors qu'il n'aura plus envie d'entretenir votre force de travail parce que vous ne reproduirez pas suffisamment de valeur pour que ça l'intéresse, tout simplement. Donc voilà vers quoi on est conduit actuellement, d'autant plus qu'il existe déjà une législation très précise sur laquelle je me suis penché d'ailleurs avant cet entretien, sur l'euthanasie qui finalement encadre aujourd'hui plutôt tout à fait correctement ça et un plus large spectre de possibilités sont mis à disposition, accompagnés en plus de soins palliatifs d'un très haut niveau. Donc en réalité, décider de sa mort, c'est juste vouloir dire je ne veux pas souffrir, qui traduit encore une fois l'esprit très libertaire de l'époque, le refus instantané de la douleur, etc. Bon, je sais, par l'état parfois physique qui est le mien, à quel point la douleur peut être pénible et à quel point j'ai pu voir autour de moi des gens qui, à la moindre once de douleur, très vite, en réalité, ont pris désormais des automatismes qui consistent à tout de suite prendre des anti-inflammatoires, antidouleurs qui finalement cessent de faire effet jusqu'à entrer dans un engrenage finalement dans lequel eh bien, on se perd totalement. Tout ça ne sont que des symptômes qui traduisent la réalité, encore une fois, du rapport social dans lequel nous sommes et qui traduit une énorme perte de sens parce que finalement, bien décider de sa mort, c'est aussi bien décider de sa vie et bien décider de sa vie, c'est le faire non pas à titre individualiste et de manière arrogante et égoïste, mais c'est le faire dans une composition et en vue d'un sens qu'on ne peut s'apporter que collectivement. C'est ça, les grandes réalisations historiques, et c'est ces grandes réalisations historiques qui donnent du sens à la vie. Donc, plutôt que de donner un énième avis qui n'est en réalité que la répétition de l'idéologie dominante traduite depuis des années déjà sur BFM, CNews et toutes les grandes chaînes, eh bien, au mieux, vaut-il se taire, sinon, tenter de commencer à réfléchir et de comprendre vers quoi on est en train de mettre les pieds, parce qu'il y a un moment où ce sera trop tard pour le regretter. Voilà.